Je fais quoi de mes 20 ans? Ouh là 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 là, j'ai fait plein de bêtises. Je venais d'avoir le bac, j'étais libre pour la première fois, éloigné de ma famille. Et donc, j'avais les prétentions de briller à l'université et de me faire toutes les filles de l'université. Donc voilà quoi. Quelle université? J'étais à Paris 9 Dauphine. En droit? Non, en gestion. Et alors, tu as fait des efforts pour les filles? Il y en a qui venaient d'elles-mêmes. Et celles qui viennent d'elles-mêmes, on ne les aime pas. On n'aime que celles qui nous résistent. C'est le plaisir de la conquête qui est le must. C'est un don Juan. Tant que la fille n'est pas tombée, certainement. Après, ça dépend du jeu que vous faites. Si tu as une fille, veut dire, qui t'amène dans son univers, forcément, on est attaché. Tandis que si c'est le contraire, on s'attache moins vite. C'est quoi le contraire? C'est-à-dire une fille qui n'a rien, qui n'a pas un univers à elle. Ça, c'est très important, l'univers de la fille avec qui on est. Pourquoi? Parce que non seulement ça crée des liens, mais ça vous donne une projection sur l'avenir, sur beaucoup de choses. Tu as rencontré des filles qui avaient un univers épatant? Ah oui. Moi, je suis plutôt fan de l'intelligence. Quand une fille est intelligente, là, vraiment, ça me parle. Sapiosexuel. Hein? Sapiosexuel, ça se dit. Sapiosexuel. Ouais. Aimer les gens intelligents sensuellement et les aimer sensuellement parce qu'ils sont intelligents. Oui, oui, si. J'adore l'intelligence, découvrir l'intelligence des gens et en profiter. Quelqu'un qui a un univers incroyable, il n'a pas le même que le tien d'abord. Si tu as une fille qui, sur le plan musical, t'apporte des connaissances supplémentaires, des sons supplémentaires, des réalisateurs qui te fait découvrir, par exemple, tel ou tel musicien, c'est important, qui te fait découvrir la cuisine, qui te fait découvrir certaines vertus, je ne dis pas philosophiques, mais au moins sociaux, etc., c'est qui t'apporte quelque chose. Ça, c'est très important. Moi, j'ai toujours, depuis mes 25 ans, aimé gagner de l'argent. Et donc, j'ai commencé à travailler très tôt. Et j'ai essayé de gagner ma vie, quoi. D'être plus indépendant, d'acheter les choses que je voulais acheter. Par exemple, si j'avais un ampli, je ne sais pas moi, Pioneer, et que je voulais un ampli Toshiba avec des enceintes Acoustic Research, ou etc. Et j'étais fasciné par la musique, donc j'essayais toujours d'avoir des choses, des produits de technologie, d'avoir une caméra Canon F1, etc. Ces choses-là m'ont fasciné. D'acheter des disques, et alors ça, j'étais prêt à ne pas manger pour m'acheter le disque que je voulais. J'ai appris à conduire très tôt, et aussi j'ai dû me priver de nourriture pour passer mon permis. Ça s'est passé où, ça? Ça s'est passé à Paris. Toujours? Oui. T'as quitté le Sénégal? Oui, j'ai quitté le Sénégal. À quel âge? Je suis parti à 20 ans, 21 ans, hein, disons. Quand j'ai eu mon bac, je suis allé m'inscrire en France pour faire des études. C'est la famille qui t'aidait, qui te poussait? Pas vraiment. Qu'est-ce qui t'a amené à Paris, alors? Pas du tout. J'ai obtenu une bourse et je suis parti. Mais moi, je n'ai pas eu vraiment de famille. C'est-à-dire? Ils n'étaient pas derrière. Mon père et ma mère se sont séparés à ma naissance. Et donc, je suis parti du côté de ma mère. J'ai été prise en charge par ma grand-mère. Pour que je revoie mon père, il a fallu que j'attende mes 12 ans et que je dise, je veux connaître mon papa. Quand je suis allé voir mon papa, on est resté 2 ans, il est mort. Donc, je n'ai pas vraiment eu le soutien de la famille. Et ça a été plutôt difficile parce que, à ma naissance, ma mère est tombée gravement malade.
Et j'ai été récupéré par ma grand-mère. Et jusqu'à présent, je me demande comment j'ai fait pour arriver jusqu'à l'université. C'est une question que je me pose et franchement, je n'ai pas de réponse parce que j'ai été de maison à maison, chez mon oncle, chez ma tante, chez mon grand-père, etc., etc. Donc, je n'ai pas le genre de famille traditionnelle que les autres ont, qui te soutiennent, qui te poussent, qui te boostent. Ça, moi, je ne l'ai pas eu. C'était quoi ton moteur? Justement, je pense que intellectuellement, j'étais assez curieux intellectuellement et j'avais envie par exemple, en classe, j'avais envie d'être au-dessus de mes camarades. Je pense que c'est ça qui m'a motivé. Et puis aussi, j'étais très attaché à la culture française. J'ai aimé les poètes, j'ai aimé trouver des équations, etc., etc. Et donc, j'étais dans cet engrenage-là. Tu cherchais une famille? Vous savez, quand on cherche quelque chose, c'est quelque chose qu'on connaît déjà, que l'on a vécu déjà. Et moi, je n'avais pas vécu la famille. Donc un fantasme de famille? J'en avais même peut-être un peu peur, hein, parce que toutes les filles avec qui je suis sorti, je ne les ai pas épousées. Et j'avais peur peut-être de m'attacher, c'était peut-être ça, j'en sais rien. Et il a fallu qu'on me pousse dans les brancards pour que j'épouse une fille. Ça s'est passé comment? D'abord, par la première femme de mon père, qui m'a vu, ma mère était toujours malade, je m'en occupais, donc, et j'étais seul, et elle m'a dit, écoute, épouse une fille et fonde une famille. Ça, c'est le premier pas. Tu l'as écouté? Pas tout de suite. Ensuite, j'ai rencontré un ancien promotionnaire, quelqu'un avec qui j'étais au lycée. Et on s'est croisés juste à l'université, j'étais allé voir une fille. Il s'est arrêté, on était tous les deux en voiture. Il m'a dit, écoute, tu es marié? Je lui ai dit non. Il m'a dit, mais tu n'es pas marié? Je lui ai dit non. Il m'a dit, mais qu'est-ce qui te prend? Tu es impuissant ou quoi? Je lui ai dit non, c'est pas le cas. Il me dit, marie-toi, épouse une fille. Et je crois qu'il a beaucoup contribué à me décider, quoi. Pour aimer quelqu'un, il faut qu'il y ait des critères esthétiques, pour moi, qui sont indispensables. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que je voyais la vie, je voulais avoir une belle femme à mes côtés. C'était presque pas un titre de noblesse, mais disons, ça fait bien de se pavaner avec une belle fille, d'aller au cinéma et que... Donc c'est que pour frimer. T'aimes l'argent, t'aimes les filles. Là, tu es dans la frime, mais c'est important. Par exemple, quand j'étais à Paris, je sortais avec une fille. Mais la fille était tellement mignonne que quand j'allais, par exemple, au quartier latin, quand j'étais sur le trottoir de gauche, tous les Sénégalais du trottoir de droite traversaient pour venir me dire bonjour. Ce n'était pas pour moi, parce que si j'étais seul, ce ne serait pas tout. Mais ils venaient parce que la fille était belle. Et la fille était tellement mignonne que mon cousin est venu me dire, écoute, tu sors vraiment avec cette fille? Je lui ai dit, oui, tu vois bien qu'on sort. Il me dit, vraiment, vraiment? Qu'est-ce que tu lui as dit pour sortir avec elle? Donc voilà. Et je savais que beaucoup de mes amis m'enviaient, quoi, parce que je sortais avec cette fille-là. Tu étais séducteur? Hein? Tu étais séducteur? Non, je voulais avoir, c'est pas pour le plaisir de séduire, etc. Mais je voulais avoir ça pour moi. C'était peut-être une compensation aussi. Je voulais avoir celle que personne ne pouvait avoir. Donc c'était pour moi une façon de m'affirmer, de régler mes trucs du passé, etc. etc. Donc, voilà. Alors qu'est-ce que tu lui as dit? La fille? Je l'ai croisée, on sortait du restaurant. Et je lui ai dit, tu m'offres un café? Elle a rigolé, elle m'a dit, mais toi tu es gonflé, hein? Bon, viens, je t'offre un café. Et elle a rigolé, c'est comme ça que ça a commencé.
Elle était sénégalaise d'origine? Non, elle était bénino-ivoirienne. Pas de fille blanche? J'ai mis au moins 1 an, disons dans les 1 an à 2 ans, pour sortir avec une fille blanche. Parce que je ne les acceptais pas. Et pourtant, Dieu sait que j'avais beaucoup de filles qui étaient avec moi à la fac. Hein. Et c'était mes copines et tout ça, on sortait, on rigolait, on travaillait ensemble. Mais je ne les acceptais pas. J'ai mis du temps à les accepter. Leurs cheveux et tout ça, ça ne m'inspirait pas. Tu les trouvais pas belles? Non, non, il y en avait qui étaient belles. Il y en avait même qui étaient très belles. Mais comment dire ça sans, c'est pas que ce soit péjoratif, mais... Trop exotique? Non, c'est pas exotique. C'est que je ne pouvais pas m'approcher d'elle vraiment. Je ne voulais... j'avais des réticences. Mon corps, mon esprit... Il n'acceptait pas cette forme de figure féminine. Parce que j'avais, bon, bien sûr, des modèles. Hein, et mes modèles, elles étaient toutes africaines, hein, avec les normes africaines, etc. Alors, quand j'ai rencontré des filles blanches, je les aimais bien, mais sans plus, quoi. Je ne voulais même pas accoucher avec elles. Tu as subi du racisme en France, toi qui as été en France à l'âge de 20 ans? À l'époque, déjà, ce n'était pas aussi manifeste. Non, je ne pense pas avoir subi de manière notoire le racisme. Parce que peut-être je passais au-dessus, ou parce que à l'époque, le racisme était plus doux, mais je n'ai jamais éprouvé un sentiment de racisme vraiment fort. Peut-être mineur, peut-être, mais d'accord, mais c'est tout. Comment toi, tu as vécu l'âge qui arrive dans ce plaisir de séduction? J'étais peut-être un peu en dichotomie avec mon âge. Et j'avais une cousine qui me disait qu'on était des jeunards. C'est-à-dire qu'on voulait être jeune trop tard. Et sortir en bar, sortir avec les filles, machin, des choses comme ça. Alors qu'on aurait dû passer le cap. Et ce cap-là, on a eu du mal à le passer. Comment tu fais avec tes enfants, toi qui n'as pas eu de parents vraiment? Comment tu es père? Quelle est la paternité que tu as dû inventer là? Une paternité maladive. Vraiment maladive. Je crois que je les aime un peu trop. Je ne sévissais pas assez, je n'assumais pas le rôle de père. Je leur donnais de l'amour plus que de l'éducation. Et même, on pourrait dire, je leur ai donné de l'amour sans éducation. Depuis l'Occident, on fantasme beaucoup la famille africaine, unie, pleine d'amour. Il faut tout un village pour élever un enfant. On n'a pas de montre, mais on a le temps, etc. Est-ce qu'il y a une évolution dans le faire famille, selon toi? Ils sont différents, ils réfléchissent autrement. Ils sont différents, ils ont la culture religieuse comme base. Et ils font de tout sur ça. Moi, c'est différent. Donc voilà. Moi, j'ai eu une autre éducation. Et on est différents, vraiment différents. Comment tu juges le Sénégal actuellement? Mais c'est la cata de la cata. Pourquoi? Ouh là 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 là, c'est affreux. Pourquoi? Ben, vous savez... Non, c'est pas. Le Sénégal est pris en otage par des soi-disant intellectuels qui ont conquis le pouvoir et qui en abusent de manière effroyable, avec des populations dont la pauvreté est maximale. Et eux, ils vivent dans un luxe incroyable. Le Sénégal est un pays où on devait se mettre le doigt dans le nez ou dans le nez du voisin. Tellement il y a de ressources, il y a des capacités intellectuelles. On a tout pour être heureux. Sauf qu'on est loin d'être heureux. Il y a des lois qui sont tellement scélérates que si on te prend dans une marche, si tu détruis la plus petite chose, c'est te considérer comme un terroriste. Et donc, tu peux prendre la prison pour à vie, etc., etc.
les gars, le chef de l'État ne laisse rien. Il a tout bouclé. Il a les magistrats dans sa main, c'est-à-dire dans sa poche. Les généraux aussi, idem, ils sont tellement choyés, gâtés, qu'ils ne lèveront jamais. Il n'y aura jamais un coup d'État comme au Mali. Il a mis en place un État qui est établi pour ne permettre à aucune personne de faire quoi que ce soit. Dès que tu lèves le petit doigt, les gars, ils sont là, ils te prennent, et puis c'est la prison. Et même parfois la prison à vie. Il y a des gens qui combattent, mais vous savez, ici, la majeure partie de la population, surtout les votants, qui sont analphabètes. Donc, qui ne connaissent pas les enjeux. Par contre, ils connaissent la carotte que le gars attend la veille des élections. Si tu as une facture d'électricité, si tu as machin, les gars, ils te règlent ça. Une fois que ces élections sont finies, basta, ils te disent au revoir. Et puis, ni vu ni connu, vas-y que je t'embrouille, c'est ça. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ils maîtrisent les schémas de vote, ils ajoutent des bureaux fictifs, ils déplacent les populations, mais c'est quelque chose d'incroyable. Quand on te raconte ça, pour quelqu'un qui ne connaît pas le Sénégal, etc., tu te dis non, mais c'est pas possible. Mais ici, de plus en plus, les jeunes ils sont conscients, ils s'inscrivent et ils votent, les primo-votants. Mais même pour ça, ils ont leur tactique, parce qu'ils te donnent une carte d'identité où tu ne peux pas voter, et c'est marqué littéralement. Ou bien les cartes d'identité des jeunes qui sont susceptibles de voter contre le régime, on les jette carrément et on te dit oui, vous savez, on a fait faire ça en Corée et ils nous ont donné ça, ils ne nous ont pas donné ta carte d'identité. Ils font tout pour... Il y a une telle machine de fraude qui est en place que pour les battre, il faut vraiment se lever de bon matin. Ils ont une panoplie d'astuces et de trucs, et puis en plus ils ont l'argent. Donc voilà quoi. Donc c'est quoi l'espoir? C'est l'espoir, c'est les primo-votants. Parce que les jeunes, il y en a de plus en plus, et maintenant ils comprennent de plus en plus les enjeux. Il y en a qui te diront, on ne veut plus prendre la pirogue pour aller à Barça, on préfère rester ici et se battre. Le régime a failli sauter parce que les gens sont sortis dans la rue, ils ont manifesté. Et heureusement qu'on leur a dit, n'allez pas au palais parce que ne faites pas un coup d'État. Parce qu'un coup d'État serait très mal vu. Et il y a eu la pression des marabouts aussi qui ont demandé à ce que les gens n'aillent pas le chercher. Et donc on n'est pas allé le chercher. Mais on a dit aux marabouts, d'accord, on ne va pas le chercher. Mais il y a 2 ou 3 conditions. Il reste jusqu'à la fin de son mandat. Il ne demande pas le 3e mandat parce qu'il est illégal. Il fait une commission indépendante pour faire voter les gens qui n'aient pas l'État, etc., etc. Et nous, on laisse tout tomber, on reprend comme si de rien n'était. C'est comme ça que la crise a avorté. Quand tu réfléchis de dehors, c'est différent de quand tu vis les situations. Et puis bon, ici, des gens comme moi se débrouillent toujours pour vivre. Hein. Et puis la solidarité famille marche, les enfants qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas payent leur scolarité, etc. etc. Donc voilà, finalement, l'un dans l'autre, on y arrive, quoi. Une vraie démocratie, c'est quand le président ne nomme pas les juges et n'est pas l'autorité suprême de la justice. Mais si c'est le président qui nomme le ministre de la Justice, qui nomme la Cour des comptes, qui nomme la Cour, enfin toutes les cours ils nomment toutes les cours, c'est lui qui nomme les procureurs, etc., etc. Donc voilà quoi. Il y a des magistrats intègres, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans le système? Uniquement les procès qu'on les a attribués. Mais les autres procès, ils sont attribués d'office à des gens qui sont favorables au gouvernement. La plupart de nos dirigeants, sans citer nommément,
Ce sont des gens qui sont morts de faim quand ils étaient gosses. Ils ont eu tellement la dalle que quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont dit plus jamais ça, ça ne m'arrivera plus. Je n'aurai plus jamais faim. Mon fils n'aura plus jamais faim. Mon petit-fils n'aura plus jamais faim. Je vais mettre le maximum de côté. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'un gars ait détourné 10 milliards et qu'il veuille en détourner 20. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il va faire des 10 milliards si vous avez l'argent. Hein? Et les 20, les 10 autres, je ne sais pas, c'est pour le fun ou c'est pour... La quête du pouvoir n'a pas de fin. Les gens n'ont pas les moyens de réagir. Personne ne veut aller croupir en prison. Personne. Surtout que ce sont des prisons qui sont surpeuplées. Il y a des gens qui se battent. Mais tout le monde n'a pas le courage de dire, bon, écoute, je sais que si je sors, si je fais 2 pas dehors, je risque d'aller en prison. Il n'y aura personne pour s'occuper de moi. Il vous manque des résistants, il vous manque des héros? Non, il y a des héros, peut-être pas dans la proportion qu'il faut, quantitativement. Mais qualitativement, il y a des gens qui se battent, qui sont battus, et qui sont mutilés, qui sont tués. Il y a eu 14 morts lors de la dernière sortie. Et il y a eu 500 blessés, dont des gens qui ont perdu une jambe. Donc on ne peut pas dire que ces gens-là ne se battent pas. Mes enfants sont beaucoup comme moi. Ce qui les intéresse, c'est de gagner plus d'argent et se mettre à l'abri. Leur ambition, c'est de réussir dans la vie, c'est-à-dire gagner beaucoup d'argent, avoir une famille, etc., avoir une voiture, etc., etc. C'est ça leur ambition, plutôt que faire la révolution dans la rue. Ces enfants, les nôtres, n'ont rien à cirer des enfants mal nutris de tel ou tel village. Ce qui les intéresse, c'est pouvoir sortir, aller au restaurant, se payer une crêpe ou, je ne sais pas moi, une pizza. Ou, voilà, c'est de ça qu'ils rêvent. D'avoir une voiture, de pouvoir sortir avec leurs copains, d'en mettre plein la bouche, pour ne pas dire la gueule. Et voilà. Ça te satisfait, toi, ça? Mais ils ont leur vie. J'ai la mienne, je ne vais pas les forcer à avoir une telle ou telle autre philosophie. Bien sûr, on parle. T'es leur père? Oui, mais je ne suis pas leur directeur de conscience. Ils sont libres de voir la vie comme ils veulent la voir. Là, par exemple, tout dernièrement, je leur ai dit, comme on habite à Ngor, il faut transférer vos votes vers Ngor pour pouvoir voter ici. Mais il n'y en a qu'un seul qui l'a fait, c'est le dernier, qui a accepté de le faire. Les autres, ils s'en fichent, ils n'iront pas voter lors des prochaines élections. Parce que ce sera trop loin, ils sont inscrits au Sacré-Cœur. Mais ça ne les laisse ni chaud ni froid hein, d'aller voter ou pas. Toi, tu vas voter? Mais bien sûr. Pourquoi? Mais parce que j'ai le devoir citoyen qui m'oblige à prendre parti. Merci.